Voici à quoi ressemblera la France en 2027 si Marine Le Pen est élue présidente de la République. Dans le domaine de la défense et de la citoyenneté, un projet de loi sur l'immigration serait soumis dès octobre à un référendum. Et tous les 5 ans, une loi de programmation pour la sécurité serait votée. Tout mécanisme d'acquisition automatique de la nationalité française serait supprimé et celle-ci ne serait accessible seulement par filiation ou par mérite. Une école de formation des policiers municipaux verrait le jour et elle appliquerait la préférence nationale. Dans le domaine de l'éducation, il y aurait un centre éducatif fermé par département. La candidate aimerait responsabiliser les parents de jeunes mineurs délinquants par la suppression des allocations familiales et sociales prononcées par le juge. Dans le domaine de l'emploi, Marine Le Pen créerait un chèque formation pour les entreprises. Elle revaloriserait la rémunération des apprentis et instaurerait la retraite à 60 ans pour 40 annuités de cotisation. Dans le domaine de l'économie, d'abord, dans le budget de la candidate, 18 milliards d'euros sont prévus sur l'immigration, 15 milliards pour prendre des mesures de baisse de fiscalité des ménages financées par la lutte contre la fraude sociale. Les autoroutes seraient nationalisées pour permettre de baisser de 10 à 15% les prix des péages et 1,5 milliard d'euros devraient également revenir dans le budget de l'État pour permettre de financer une politique de réaménagement du territoire. En bref, dans les propositions de Marine Le Pen, le septennat renouvelable serait de retour, elle ferait un moratoire sur l'intégralité des chantiers d'éoliennes et engagerait de façon progressive leur démantèlement. Enfin, le train serait rendu gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans, en dehors des heures de pointe. Gauthier Boucher, conseiller régional des Pays de Loire et référent départemental du Rassemblement national, représente Marine Le Pen dans l'entretien présidentiel. Place à son entretien. Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien présidentiel et dans cette émission à 3 mois de l'élection présidentielle, je reçois celles et ceux qui représentent leurs candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, je reçois Gauthier Boucher, vous êtes conseiller régional de Pays de la Loire, vous êtes également délégué du Rassemblement national en Loire-Atlantique et membre du Conseil national du Rassemblement national. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, merci de votre invitation. Ma première question se tourne vers l'emploi. Qu'est-ce que Marine Le Pen quel est le programme sur le terme de l'emploi dans le programme de Marine Le Pen? Eh bien, la mesure essentielle de Marine Le Pen concernant l'emploi, c'est en fait la priorité nationale. Que les Français soient prioritaires dans l'accès aux emplois, comme ils le seront demain si Marine Le Pen gagne la présidence, dans l'accès aux prestations sociales, dans l'accès au logement. Nous considérons comme très important que les Français soient prioritaires chez eux, que les emplois, notamment les emplois industriels, et ça nous concerne ici dans la région nazérienne, soient selon nous prioritairement destinés aux Français. Quand nous voyons les difficultés occasionnées par exemple par le travail détaché des travailleurs d'Europe centrale et orientale qui sont sur certains chantiers parfois entre 20 et 30%, ça pèse tout de même sur les salaires des Français, ça pèse sur les acquis sociaux des Français, et ça pèse aussi vis-à-vis des cotisations sociales qui ne sont pas payées puisque ces travailleurs payent leurs cotisations sociales dans leur pays d'origine. Et en cela, ils ne participent pas à la protection sociale des Français du pays qui les accueille. Il n'y a pas que ce problème-là, mais la mesure centrale, c'est, au-delà par exemple, baisser la fiscalité pour les TPE, les PME, la priorité nationale. La gauche qui souhaite, principalement, on voit Nathalie Arthaud revaloriser le SMIC à 2000 €, ou encore d'autres candidats qui souhaitent revaloriser le SMIC. Est-ce que Marine Le Pen souhaite revaloriser le SMIC? Alors, ça n'est pas tout à fait notre approche d'avoir un chiffre précis comme le fait la gauche qui, on le sait, à chaque campagne présidentielle propose un SMIC à 1700, 1800. On entend effectivement M. Poutou, Mme Arthaud, je ne sais pas, demander un SMIC à 2000 € net. Non, on est plus rationnel et pragmatique. Mais nous demandons par exemple, et c'est une des mesures du programme présidentiel de Marine Le Pen, à ce que les salaires qui sont jusqu'à 3 fois le SMIC, c'est-à-dire à peu près 3700 € net, soient exonérés d'un surcroît de cotisation patronale, de manière à augmenter les salaires, notamment dans les petites et moyennes entreprises, où il y a besoin effectivement d'un peu plus d'argent. Mais nous n'avons pas cette vision qu'a la gauche de donner un argent magique,
qui finalement ne coûterait rien à la collectivité. Non, quand on augmente les salaires indûment, comme le propose la gauche, ce qu'elle serait incapable de financer au demeurant, sauf en augmentant les impôts, précisément, on parle d'un argent magique qui coûte aux Français et qui impliquerait un surcroît d'impôts. Donc ce n'est pas notre position, nous sommes plutôt pour des choses plus pragmatiques, et nous on ne rase pas gratis. Alors, plus sur l'actualité, Marine Le Pen est actuellement dans les sondages deuxième. Éric Zemmour, qui l'a talonné pendant plusieurs semaines, est plutôt en baisse. Quelles sont vos références claires entre le Rassemblement national de Marine Le Pen et le parti Reconquête d'Éric Zemmour? Bien déjà, nous sommes un parti implanté dans le paysage. Nous avons une antériorité historique qui, selon nous donne une légitimité politique. Parce que nous avons un demi-siècle d'histoire, même si le Front National n'est pas le Rassemblement National de Marine Le Pen, tel que depuis 2011, depuis son accession à la présidence du Front National, puis le changement de nom de 2018. Mais nous avons véritablement une antériorité, nous sommes connus des Français, nous sommes malgré tout, je le pense, de plus en plus appréciés des Français, même s'il reste une résistance du système médiatique, puis d'un certain nombre de Français, mais parce que nous sommes de mieux en mieux objectivement perçus par les Français, nous sommes mieux connus et sans doute mieux appréciés. Monsieur Zemmour, qui est un essayiste, un éditorialiste, est lui aussi à sa manière connu des Français, mais il est précisément connu comme un rhéteur, comme un débatteur, comme un homme de débat médiatique, sinon de polémique médiatique. Il n'est pas, à notre sens, un homme politique, sa formation n'est pas réellement un parti politique, c'est plutôt une nébuleuse, il y a un aspect un petit peu confédéral là-dedans. Mais plusieurs membres des gens qui votaient Marine Le Pen, ou encore plus longtemps avant, Jean-Marie Le Pen le rejoignent, Jean Messia par exemple, et des gens des Républicains, l'ancien numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier, qui le rejoignent. Est-ce que c'est pas peut-être ces militants peuvent croire en lui? Oui, mais il faut se méfier à ce qu'on croit dans une campagne électorale, quand on peut avoir l'exaltation, le sentiment d'une nouveauté, le sentiment qu'on va avoir une ascension continue comme ça, que Zemmour fasse 12, 13, 14 et puis pourquoi pas 20%. Non, on a vu qu'il y avait quand même des paliers, il y avait des réalités, il y a une sociologie électorale qui bouge assez peu d'élection en élection, même si elle conforte, nous le constatons de scrutin en scrutin, le Rassemblement national. Zemmour est assez nouveau là-dedans, et ses soutiens qui peuvent venir pour certains du RN, mais je pense plutôt en réalité des Républicains et même de la droite hors les murs, très exactement. C'est assez disparate, c'est assez nébuleux. L'ancien RPR. D'une partie de l'ancien RPR. Oui, ce sont sans doute des gens qui estiment retrouver en Zemmour le RPR d'avant, mais ils fantasment ce qu'était le RPR d'avant de Jacques Chirac, à de très rares expressions, de très rares exceptions, comme a pu l'être le discours de Cochin, qui était un discours assez anti-Union européenne, c'était quand même le RPR du regroupement familial, c'est-à-dire de la tolérance vis-à-vis d'une immigration de plus en plus massive. Et puis, à partir de la fin des années 1980, le tournant de Maastricht, tout de même, l'acceptation d'une certaine intégration européenne, d'une supranationalité européenne. Est-ce que Zemmour prend tout cela en citant Séguin ou des figures qui effectivement seraient peut-être un peu plus sympathiques dans ce RPR-là, ou est-ce qu'il il ne peut pas de fait prendre tout le RPR, puisque cela serait en contradiction avec son propos? On voit bien que tout ça est assez nébuleux. Zemmour prétend faire l'union des droites. Pourquoi pas, mais nous prétendons pour notre part faire l'union de tout le peuple français en réalité, des gens qui sont de droite et d'ailleurs. Pensez-vous qu'il mène une campagne de second tour, et que Marine Le Pen, une campagne du second tour, elle se voit déjà face à Emmanuel Macron? Alors je pense effectivement qu'il mène une campagne de second tour un peu comme s'il était qualifié d'office, parce que, pense-t-il, ses talents de polémiste, encore une fois, en ferait directement un homme d'État. Il sauterait des étapes comme ça. Non, c'est un parcours personnel qui se fait sur des années, et c'est un parcours qu'a fait Marine Le Pen depuis des années, que tous les hommes politiques ne peuvent pas faire. Uniquement de meetings géants, de polémiques médiatiques, encore une fois, c'est plutôt ce que fait M. Zemmour. Et on est effectivement dans une campagne de premier tour, convaincre, rassembler son camp,
cultiver encore une fois cette antériorité, cette légitimité qu'a Marine Le Pen dans ce camp national que les Français identifient à Marine Le Pen. Les Français, si vous leur parlez du patriotisme, si vous leur dites qu'est-ce que le patriotisme pour vous, quelle figure incarne le patriotisme au début du XXIe siècle, ils vous répondront Marine Le Pen. Ils ne vous répondront pas spontanément Éric Zemmour. Parce que déjà, ils ne connaissent pas tous Éric Zemmour, ils connaissent tous Marine Le Pen, et pour elle, c'est l'incarnation véritablement du Quand il dit que Marine Le Pen est à gauche, oui. Marine Le Pen, par rapport à Éric Zemmour, elle est à gauche? On ne se pose pas la question comme ça sur un axe droite-gauche, qui est quand même un axe du 19e siècle, qui a certes vécu au 20e siècle. L'Assemblée Voilà, c'est le positionnement fortuit de l'Assemblée. Les réalités actuelles, en partie du fait de la mondialisation, du fait des changements massifs de nos sociétés occidentales et européennes, ne sont plus celles de la seule droite et de la seule gauche. Alors bien sûr, on peut avoir et les Français peuvent avoir un rapport affectif au fait d'être plutôt de droite, plutôt de gauche, notamment certains types d'électeurs, anciens électeurs communistes, anciens électeurs du RPR, bon, se sentent plutôt de gauche, plutôt de droite. Mais si on ne perçoit la politique que sous cette seule grille de lecture, cette seule horizontalité droite-gauche, il me semble, et c'est la position de Marine Le Pen, qu'on manque quelque chose. Parler de droite et de gauche, c'est quelque part ne pas parler des Français, des métropoles, et puis des Français qui sont en dehors des métropoles, qui sont 2/3 de la société française. Revenons plus précisément au programme de Marine Le Pen. Est-ce que Marine Le Pen est la présidente des jeunes? Quel est le programme de Marine Le Pen sur l'éducation et sur les jeunes? Alors Marine Le Pen, c'est la présidente de tous les Français et donc des jeunes, puisque les jeunes sont une partie importante de la société, qui est en surabstention d'ailleurs, qui participe hélas de moins en moins à la consultation électorale, même si on a l'espoir qu'à l'élection présidentielle, il y aura un surcroît de participation, parce que... 60%, il me semble, des jeunes qui ne souhaitent pas se déplacer. Oui, c'est ça. Justement, comment on peut les amener à aller Eh bien, il faut les inciter à voter sans démagogie, sans jeunisme, par exemple. Les grandes formations politiques, comme peuvent l'être, comme le sont la République En Marche, comme l'était aussi le Parti Socialiste, ont toujours une vision un petit peu démagogique, un peu jeuniste de la manière dont on s'adresse aux jeunes. C'est un petit peu la tape sur l'épaule, et puis en échange, eh bien, tu votes pour nous. Non, nous on parle un langage plus clair aux jeunes. Nous leur disons par exemple que les jeunes de moins de 30 ans, si Marine Le Pen est élue, seront exonérés d'impôts. Ce qui est une manière de s'adresser encore une fois à leur intelligence. Et nous ne leur proposons pas, comme le font les candidats de gauche, avec plus ou moins de surenchère. Tout à l'heure on parlait de la surenchère du SMIC, on pourrait aussi parler de la surenchère du revenu de base, des propositions de sorte de revenu universel à vie. Non, on ne dit pas ça. Quand je vois M. Mélenchon qui, je crois, propose, je me demande si j'ai bien compris, 1030 euros de revenus. Oui, c'est 1030 euros de ressources pour les étudiants, ouais. Et Christiane Taubira 800 euros. Elle a annoncé quand elle s'est annoncée. Encore une fois de l'argent magique qui sera financé par un autre argent qui lui serait bien réel, qui est l'argent de l'impôt des Français. Nous, on est beaucoup plus rationnel. Lorsque nous disons aux jeunes, jusqu'à 30 ans, vous serez exonérés d'impôts, c'est beaucoup plus réaliste. Et nous leur disons aussi, vous aurez accès à l'apprentissage à partir de 14 ans, et nous leur disons, il y aura davantage d'apprentis, il y aura des conditions facilitées pour accéder à l'apprentissage. Nous ne considérons pas que tous les jeunes soient destinés à faire des études supérieures à l'université, même si c'est une chance d'aller à l'université. Il y a d'autres jeunes pour qui, eh bien, à 14, 15, 16 ans, on est manifestement destiné à d'autres choses. Il faut avoir un regard un peu plus pluriel, je pense. Comme l'histoire-géographie, par exemple, nous voulons repenser les programmes au sens large, mais dans une matière comme l'histoire, nous voulons non plus une histoire essentiellement thématique, où on saute d'un thème à l'autre, avec d'ailleurs beaucoup d'histoires extranationales. Nous voulons revenir à une histoire de France, chronologique, événementielle, les grandes figures, les grands événements, qui ne soient pas
un roman national, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais qu'il ne soit pas ce qu'est actuellement l'enseignement de l'histoire, notamment au secondaire, c'est-à-dire une sorte d'enseignement essentiellement thématique, vaguement culpabilisant sur ce qu'a pu être le rôle de la France dans certaines périodes historiques, dans certains contextes historiques, et qui, plus ou moins volontairement, moi je crois que c'est volontaire, annule, pour ainsi dire, puisqu'on parle de cancel culture maintenant, annule véritablement certaines figures, Napoléon, Louis XIV, au profit d'une histoire que nous jugeons, nous, trop politisée. Nous voulons revenir à une histoire qui raconte les faits sans les juger. Nous voulons revenir à un enseignement du français, des mathématiques, qui fasse qu'en 6e, on entre au collège en sachant lire, en sachant écrire, en sachant compter, et ne plus croire que l'enfant soit constructeur de son propre savoir, constructeur de son propre enseignement même parfois. Le maître doit être à sa place, c'est-à-dire qu'il y a le maître et puis il y a l'élève, il y a une hiérarchie. Ce ne sera plus avec nous l'enfant prescripteur de son propre savoir, de son propre enseignement. Il y aura un renversement à ce niveau-là. L'école doit être sanctuarisée de toute violence, comme elle doit être sanctuarisée d'ailleurs de toute influence extérieure, idéologique, politique ou quoi que ce soit, mais il ne doit pas y avoir de violence à l'école. Maintenant, que faire, ça revient plus à notre programme sur la sécurité, mais enfin, il faut responsabiliser un certain nombre de parents démissionnaires, et puis faire en sorte que les enfants qui peuvent avoir ces comportements n'aient plus ces comportements. Enfin, là, c'est une question d'éducation, pour le coup. On en parle peu dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle. La culture et le patrimoine, qu'est-ce que Marine Le Pen souhaite faire? Alors, je pense que nous avons une vision du patrimoine qui s'articule en fait à notre vision de l'aménagement territorial. J'ai parlé tout à l'heure vaguement des Français des métropoles et des Français d'ailleurs, de ces zones périurbaines infinies, de ces zones commerciales qui s'étendent à la sortie des villes, de la ruralité qui est abandonnée en termes d'équipements privés et de services publics. Là, il y a du patrimoine. Pas dans les zones commerciales, mais enfin dans la ruralité, dans les petites villes moyennes, il y a du patrimoine. Ici, dans la Loire-Atlantique, dans une ville moyenne comme Trignac, vous avez les forges. Dans le pays de Châteaubriand, vous avez encore des sites qui correspondent à l'ancienne industrie plasturgique. Enfin, vous avez comme ça, que dire, de Clisson et de Guérande, du château de Guérande. Et ça, on a ça dans tous les départements, dans tous les territoires français. Or, ce patrimoine-là, à notre sens, n'est pas assez pris en compte par les politiques publiques au sens transversal, hein, que ce soit le tourisme, l'aménagement territorial, la culture. Je pense qu'on met trop de crédit dans le patrimoine au cœur des métropoles. On va mettre des milliards pour le patrimoine de Marseille, de Lyon, de Nantes, ici le voyage à Nantes par exemple. C'est sympathique, mais c'est de l'argent qu'on ne met pas ailleurs. C'est de l'argent qu'on ne met pas... Vous préfériez mettre dans des petites communes qui valent aussi le droit d'avoir un patrimoine? Si on parle de rééquilibrage territorial, et c'est le sens de notre propos quand nous parlons de démétropolisation par exemple, c'est-à-dire ne pas penser qu'aux métropoles, avoir une vision équilibrée, on doit avoir une politique culturelle équilibrée. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de sites remarquables, parce qu'ils ont un intérêt en termes de patrimonial, touristique, historique parfois, ici dans la région nazérienne, que je connais bien, industrielle, on peut penser à l'usine-élévatoire par exemple. Si on ne met pas de l'argent dans ces sites-là, non seulement on court le risque qu'ils se détériorent, ce sera peut-être le prétexte demain à la démolition. On court aussi un autre risque, c'est qu'il y ait des entreprises privées qui, valorisent ce patrimoine et ne le valorisent pas dans un sens qui corresponde à un intérêt. On parle de rééquilibrage territorial, il faut aussi parler de rééquilibrage en termes de patrimonial, qu'il y ait de l'investissement dans le patrimoine, et dans le patrimoine remarquable, y compris dans les villes petites et moyennes, parce que le patrimoine, il est en partie là. Il n'est pas que dans les grandes métropoles. Il y aurait beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Enfin, ce n'est pas la seule mesure. Hein. C'est plus une vision, si vous voulez, une philosophie. Marine Le Pen a été présente fin décembre en Outre-mer, en Martinique, plus précisément. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, les Outre-mer sont oubliés de la métropole? Et qu'est-ce que Marine Le Pen souhaite faire pour les Outre-mer?
Alors c'est notre position, effectivement, que les Outre-mer, hélas, sont oubliés, et je crois que c'est une réalité, parce qu'on a la France métropolitaine, et puis on a, comme le dit la Commission européenne, par exemple, ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques. Nous disons non, c'est pas parce qu'il y a une distance physique, effectivement, ces milliers de kilomètres qui peuvent séparer ces territoires ultramarins de la métropole, qu'il ne faut pas les avoir ni dans nos cœurs, ni dans nos politiques publiques, notamment nos politiques publiques d'aménagement territorial, pour revenir sur ce sujet. Eh bien, il faut prioriser, en tout cas, ces territoires ne sont pas moins prioritaires que les départements métropolitains. Or, il y a sans doute des investissements à faire pour qu'ils soient au niveau, si on veut, toute proportion gardée, en termes d'équipement, en termes de réseau routier, de réseau d'assainissement, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, sans doute que si on fait intelligemment les choses, ça concourra aussi à diminuer un certain nombre de tensions sociales et communautaires qui peuvent exister dans ces territoires, et qui sont des tensions souvent, comment dirais-je, attisées par les formations de gauche, qui par une sorte de, comment dirais-je, de misérabilisme, excitent ces populations à la révolte contre la France, en disant « il faut demain être indépendant ». Ils disent aux Calédoniens, par exemple, demain soyez indépendants. Bon, si un territoire comme la Calédonie, pour le citer, est indépendant demain, ce sera immédiatement l'Australie, si ce n'est la Chine, qui viendra y mettre son impérialisme économique. Nous disons non, ces territoires sont français, ils sont aussi français que les départements mais la Nouvelle-Calédonie n'a pas choisi l'indépendance. Oui, on lui a demandé plusieurs fois. En lui demandant plusieurs fois, comme si il fallait... comment dirais-je, c'est un peu sidérant. On lui demande plusieurs fois, et plusieurs fois elle dit oui, nous voulons rester français. On lui redemande à chaque fois comme si elle était... On voulait lui demander, vous êtes bien sûr? Ben oui, ils sont bien sûrs, parce qu'ils ne veulent ni être soumis à l'Australie, ni être soumis à la Chine. Ils sont attachés, dans leur majorité, à la France. Après, il ne faut pas être naïf. La distance physique entre ces territoires et la métropole fait qu'il faut, effectivement, un certain nombre d'investissements que nous ne ferions peut-être pas vis-à-vis de départements métropolitains, y compris de départements un peu plus pauvres, un peu plus ruraux. Sur la présidence française de l'Union européenne qu'Emmanuel Macron a pris le 1er janvier dernier, il l'aura donc jusqu'à la fin de son mandat. S'il n'est pas réélu et que Marine Le Pen est réélue, elle sera alors présidente du Conseil européen. Quelle est la position de Marine Le Pen sur l'Europe? Est-ce qu'il y a 5 ans, Marine Le Pen souhaitait mettre en place un référendum pour la sortie de l'Union européenne de la France? Est-ce que c'est toujours le cas? Alors nous avons une approche peut-être un peu plus nuancée. Déjà, Marine Le Pen sera donc présidente du Conseil européen pendant 2 mois à peu près, si je compte bien. Ça sera plus symbolique qu'autre chose, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une politique européenne qui est essentiellement, à notre sens, celle d'une Europe de coopération interétatique voulue entre des États qui sont de niveau de développement socio-économique, de population à peu près équivalente. Je ne vais pas dire revenir à l'Europe des 6 de 1957, mais c'est en partie c'est vraiment une construction inégalitaire, où par ailleurs on nous parle de sentiments européens, de conscience européenne, d'intérêts européens communs, mais on voit qu'il y a toujours des intérêts nationaux qui existent et qui, lorsqu'il y a des crises, se manifestent. Il n'y a pas tellement de solidarité européenne. Nous avons l'impression que l'Europe actuelle, et depuis plusieurs décennies en réalité, est plutôt une construction allemande, plutôt une construction qui va dans le sens des intérêts allemands, des intérêts géostratégiques allemands. Nous voulons quelque chose de plus équilibré, avec des constructions, je dirais presque au cas par cas, des synergies en bonne intelligence. Quelque chose comme Airbus, ou le travail en commun de certaines puissances européennes sur l'aérospatiale, ou sur d'autres sujets. C'est plus intéressant sans doute que cette Europe où on est obligatoirement les 28... enfin, ça devient ingérable, vous comprenez bien. Le rétablissement des frontières de France et non plus de l'espace Schengen. Et oui, par ailleurs, nous voulons une Europe avec des frontières, qui ne soit pas une Europe passoire. La gauche nous parle d'Europe forteresse, mais enfin c'est beaucoup plus une Europe passoire qui existe depuis plusieurs années.
Frontex ne joue absolument pas son rôle. Nous avons au sud de l'Europe une immigration qui vient de plus en plus massivement d'Afrique, enfin de pays qui généralement sont plutôt des États faillis que des États en guerre d'ailleurs. C'est-à-dire une immigration de pur opportunisme économique. Et ce ne sont pas des familles qui viennent, ce sont surtout des jeunes hommes qui viennent eh bien, bénéficier du système social, des systèmes sociaux des pays d'Europe, notamment des pays français. Et ça, l'Union européenne ne nous en protège absolument pas, au contraire, elle concourt à accentuer ces flux-là, et là aussi il y a beaucoup de choses à changer, et nous voulons que l'Europe et la France, au sein de cette Europe, soient préservées demain des flux migratoires catastrophiques qui s'abattent sur l'espace européen. Alors, à présent, passons à la rubrique l'entretien en images. Je vais vous dire quelques noms et vous allez me dire ce qui vous évoque. Par exemple, Yannick Jadot d'Europe Écologie, qu'est-ce qu'il vous évoque en quelques mots? Ah bah, Yannick Jadot, que j'ai rencontré une fois, en mai 2014, lors d'un débat pour les élections européennes, un débat télévisé, m'avait apparu à l'époque, il m'apparaît toujours quelqu'un d'assez hautain vis-à-vis, oui, véritablement hautain vis-à-vis de comment nous concevons la politique et les intérêts nationaux de la France. Il avait par exemple eu des mots très désagréables sur la Russie. Alors, il ne s'agit pas d'être idolâtre de la Russie ou idolâtre de Vladimir Poutine, mais de considérer objectivement que dans le monde de demain, il y a un intérêt à ce qu'il y ait plusieurs pôles de puissance et que la France dialogue avec tous les acteurs, notamment la Russie. Monsieur Jadot, lui, sur la Russie, ou comme sur beaucoup d'autres questions géostratégiques, ou même son rapport à l'écologie politique, me semble quelqu'un de hautain avec les autres et puis dogmatique. Il a beaucoup de dogmes comme ça, qui sont sans doute, qui viennent sans doute de son parcours précédent, de militant, d'activiste à Greenpeace. C'est une synthèse de ce que produit l'écologie politique quand elle est dévoyée par Europe Écologie Les Verts. Il y a Sandrine Rousseau, qui est un peu une sorte de féminisme hors sol. Valérie Pécresse, à présent, qui représente donc les Républicains pour la prochaine présidentielle. Valérie Pécresse est une chiracienne, c'est-à-dire on ne la situe pas très bien idéologiquement, on a l'impression qu'elle va dans le sens du vent, elle découvre aujourd'hui, selon elle, la nécessité du Karcher, par exemple, pour rétablir de l'ordre dans les cités. Bon, on a l'impression qu'elle se force en ce moment à avoir un vocable, des attitudes de droite, de femme de droite, alors que ces dernières années, elle a plutôt eu un parcours de centriste. C'est plutôt une femme du centre. Et nous considérons d'ailleurs que les Républicains, et d'autant plus depuis la défaite de M. Ciotti, dont je ne pense pas grand bien, mais au moins on peut penser que M. Ciotti était une incarnation d'une certaine droite, les Républicains sont davantage un parti centriste qu'une véritable incarnation de la droite. Les petites phrases, elle cite sa Corrèze de cœur à Oradour-sur-Glane, alors que Oradour-sur-Glane ne se situe pas en Corrèze. Ces petites phrases... Presque psychanalytique, moi je ne connaissais pas cette anecdote-là, mais elle essaie de se rattacher à la Corrèze dont on sait qu'elle est l'incarnation de la Chiraquie, du chiraquisme, parce que ça a été le fief électoral de Jacques Chirac pendant 30 ans. Et puis, en même temps, elle se raccroche à Oradour-sur-Glane, peut-être, je suppose, contre ce qu'elle jugerait être des discours de haine prétendus du Rassemblement national ou de forces politiques comme ça. C'est typique de... C'est un acte manqué dont nous sommes coutumiers avec Valérie Pécresse qui essaie comme ça ponctuellement des petites choses. Vous avez vu sans doute cette vidéo qu'elle a fait il y a quelques jours qui a été supprimée d'ailleurs. Qui a été supprimée, oui. Bah, en fait, oui, c'est ce qui fait un mauvais buzz pour le coup, où on avait l'impression qu'elle allait dans un département rural et agricole, un petit peu comme on allait au safari à la rencontre des Français. Bah non, on fait pas ça. Enfin, si on prétend diriger les Français, représenter les Français, les aimer, on ne va pas faire de ce type de vidéo, ce type de discours, on est naturel. On a l'impression que Madame Pécresse est dans une forme de
de superficialité qui certainement ne lui rend pas service, alors que Marine Le Pen, elle, c'est la sincérité, c'est le contact direct avec les Français, c'est la parole directe des Français qui sont parfois un peu francs, un peu rudes avec elle, mais ça y va, il y a un dialogue dans les deux sens.